Soyez les bienvenus dans cette édition. On commence avec une concession automobile, pas comme les autres, une concession 100% féminine. Le pari réussi d'une ancienne commerciale qui, en prenant la direction, a souhaité n'embaucher que des femmes, de la vente jusqu'aux ateliers de mécanique. Aline, Delphine, Lucie et Angélique. 4 femmes pour 4 métiers différents. De l'accueil à la mécanique, en passant par la vente. Dans cette concession, l'automobile se décline au féminin. Bon, je vais vous montrer le véhicule. Delphine Sinelli est conseillère commerciale. Une exception dans un secteur encore très masculin. Si vous voulez vous mettre côté passager aussi. À 19 ans, elle apprend son nouveau métier et se joue des clichés. Ça m'est arrivé, mais au tout début. Bonjour, je voudrais voir un vendeur, s'il vous plaît. Donc oui, je vous écoute. Non, je voudrais voir un vendeur. Oui, mais je suis là. Donc... ça m'est arrivé une fois, mais bon, après, la personne a pu se détendre. Il faut montrer qu'on a les compétences et puis, c'est bon. Réticence masculine parfois, mais un plus pour la clientèle féminine. Des fois, ça peut être embêtant de dire pour des petites choses à un homme, voilà, je ne sais pas, alors qu'à une femme, bon, peut-être qu'elle peut comprendre qu'on ne sait pas. Côté atelier, c'est Aline qui est aux manettes. Les métiers de l'automobile ont évolué, les mentalités aussi. Je gère le magasin, je gère l'atelier. C'est un signe de confiance pour moi. Je pense que j'aurais pas fait, excusez-moi de dire ça, à l'affaire, on ne m'aurait pas engagée. Une concession automobile 100% féminine. Vous allez bien? Pour y parvenir, Angélique Grimal s'est appuyée sur des candidatures spontanées. Fière de son équipe, mais pas du genre à rouler des mécaniques, l'ancienne commerciale devenue directrice a réussi son pari. J'ai voulu créer une structure un petit peu différente au sein du groupe pour en fait embaucher des compétences, ça j'insiste bien, féminines à des postes souvent réservés en fait aux hommes. Avec cette nouvelle concession, le groupe automobile compte désormais 30 salariés, dont 13 femmes. Un dernier coup d'accélérateur et l'entreprise atteindra la parité. Direction les Alpes du Nord, au refuge du col du Palais, en Vanoise, à 2600 mètres. Un refuge qui, pour assurer son autonomie électrique, est équipé d'une pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène. Une première mondiale à cette altitude où les conditions météo peuvent être extrêmes. Donc là, je suis à 27 bars de pression, c'est-à-dire que mes citernes sont quasiment pleines. Quand on retransforme la totalité en électricité, par rapport à notre fonctionnement, c'est une petite dizaine de jours de fonctionnement en autonomie si on n'avait pas de soleil sur nos panneaux solaires. Dans ce local, on stocke et on produit de l'énergie sous forme d'hydrogène grâce à une pile à combustible. L'avantage du système, c'est sa réversibilité. Lorsque les panneaux photovoltaïques produisent trop d'énergie, elle est stockée sous forme d'hydrogène. Et lorsque les batteries sont vides, on retransforme le gaz en le recombinant avec de l'oxygène pour produire de l'électricité. Même si j'ai un système qui aujourd'hui est novateur et me donne beaucoup plus d'autonomie qu'auparavant, reste que je suis obligé d'être vigilant. Et par exemple, je ne fais pas de lessive les jours où il fait mauvais. C'est une première en Europe. Le parc national de la Vanoise a relevé le défi d'installer une pile à hydrogène dans un milieu soumis à des conditions météorologiques extrêmes. Après 3 ans d'utilisation, on peut dire pari gagné, avec quasiment aucune utilisation du groupe électrogène, sauf pour faire des tests. Donc on est 100% énergie renouvelable en termes de production d'électricité au refuge du col du Palais. On a ce rôle-là aussi en tant que parc national, c'est de promouvoir un petit peu l'innovation et montrer que c'est reproductible. Seule contrainte, à 2600 mètres d'altitude, isoler le local afin que le système ne gèle pas en hiver. Mais pour Nicolas, l'expérience est plutôt concluante. On n'est pas complètement autonome parce qu'on monte quand même du gaz et du bois, puisqu'on a différentes sources d'énergie. On fabrique de l'électricité avec du soleil, de l'eau et comme seule émission de la vapeur d'eau. Ce système de production d'énergie pourrait être exploité dans des sites isolés comme les restaurants d'altitude. Il a déjà été repris à Mafate, dans le parc national de la Réunion. On termine à Nîmes avec des botanistes amateurs qui donnent un petit coup de main au Muséum d'histoire naturelle pour dresser l'inventaire des plantes et fleurs sauvages qui se sont développées dans les rues et les parcs de la ville depuis l'interdiction des produits phytosanitaires. Un inventaire très utile, vous allez voir. Identifier les plantes sauvages,
celles qui parviennent à pousser dans les interstices des zones goudronnées en particulier. J'en ai coupé un petit morceau, il y a un latex dedans. Tel est l'objectif de ces apprentis botanistes. Les scientifiques manquent de temps et ils ont besoin du citoyen lambda pour réaliser les inventaires. Qu'est-ce que vous avez trouvé là? L'oxalis en fleurs et du sorgho d'Alep. Qu'est-ce que c'est que ça? Et à quoi ça sert? Le sorgho d'Alep, autrefois, on en faisait des balais, je crois, non? Depuis la loi sur le zéro phyto, les rues qui ne sont pas systématiquement désherbées laissent de plus en plus de place à ces pousses sauvages. Mais comme beaucoup de plantes qu'on appelle plantes invasives, qui ne sont pas forcément des plantes embêtantes non plus, elles sont venues dans des ballots de laine, elles sont venues dans des marchandises, elles sont venues, voilà, et elles se sont installées parce qu'elles ont trouvé un endroit qui leur plaît. Certaines de ces plantes urbaines tempèrent des zones très chaudes, d'autres aident à la dépollution en absorbant les métaux lourds. Conclusion, de cette multitude de petites pousses sauvages dépend la qualité de vie des citadins et donc leur santé. Celles-ci qui poussent ici, au milieu des éjections canines, on n'a pas du tout envie de les consommer. Mais en même temps, moi, depuis que je me suis intéressé à ça et que je connais maintenant les familles de plantes et que je les reconnais, quand je me promène quelque part, que ce soit dans un parc ou dans une ville ou même dans la nature, en fait, c'est comme si j'étais dans une réalité augmentée. C'est-à-dire que je vois comme des petites cases qui s'allument pour chaque plante en me disant « Ah bah tiens, ça, c'est la vergerette du Canada, je sais qu'elle va être éventuellement comestible, qu'elle va servir en médicinal à ça. » Récolte terminée, place aux herbiers numériques. Si on voit qu'il y a un endroit où il y a très peu de plantes, peut-être que c'est un corridor de biodiversité qui manque, ou peut-être que ça va permettre de créer un espace vert à tel endroit. Harmoniser l'environnement, maîtriser les coûts de dépollution, c'est toute la politique de l'agglomération qui, à terme, pourra bénéficier du travail de ces botanistes amateurs.